À Madagascar, une tempête politique souffle depuis la mi-septembre 2025. Coupure d'eau, délestage, manifestations, mutineries militaires, un chaos qu'on ne peut ignorer. Mais derrière ce tumulte, je veux vous dire ceci. C'est dans les crises que se dévoile le vrai visage d'un pays. Et Madagascar continue de regarder vers l'avenir. Mesdames, Messieurs, chers investisseurs, je suis Prosper Saloon. Aujourd'hui, je vous propose une plongée claire dans la situation politique de Madagascar pour qu'ensemble nous comprenions, au-delà des gros titres, ce qui se joue et pourquoi la confiance est toujours possible. Depuis les derniers mois, Madagascar traverse une période de forte turbulence politique. Mais avant d'en venir à ce qui se passe actuellement, il est essentiel de revenir sur les origines de cette crise. En novembre 2023, l'élection présidentielle fut marquée par une forte contestation. Sur 13 candidats initialement inscrits, 10 partis d'opposition ont décidé de ne pas participer, dénonçant un coup institutionnel et remettant en cause l'indépendance du processus électoral. Seuls Andra Dzuel et 2 autres candidats ont maintenu leur campagne électorale. Le taux de participation a été historiquement bas, aux environs de 46%, soulignant le désengagement d'une large part de l'opinion publique. Malgré cela, Radziel est sorti vainqueur au premier tour avec environ 58% des voix. Cet épisode a planté la graine de doute dans l'esprit de beaucoup. Les institutions, d'ores et déjà fragiles, furent perçues comme instrumentalisées. Dans un contexte où la légitimité est remise en question, c'est sur le terrain social que la tension allait éclater. Avant même le soulèvement, des signes de fracture apparaissaient. Le gouvernement a lancé le projet du téléphérique fait des câbles aériens Antananarive, une infrastructure coûteuse souvent présente comme une solution symbolique à la congestion urbaine et au désenclavement. Mais ce choix survient alors que la coupure d'électricité et la pénurie d'eau se multiplient, dans un pays où beaucoup de citoyens ressentent ces manques au quotidien. Pour beaucoup, cela illustre un décalage criant entre les projets grandioses et les besoins urgents de la population, électricité, eau, services de base, pour lesquels les citoyens attendent des réponses immédiates. Ce déséquilibre entre grands projets visibles et l'insuffisance des besoins essentiels à la population a nourri le malaise populaire. Il a été un déclencheur psychologique puissant. Si vous pouvez intervenir dans le téléphérique, pourquoi pas dans l'eau et l'électricité? Question basique. Le 25 septembre marque le départ visible du soulèvement. 3 conseillers municipaux, M. Babara Koutarsou, Mme Clémence Rahar-Nirine et Mme Lili Rafaralai, en première ligne ont lancé un appel à manifester face à la crise d'électricité et d'eau. Rapidement, la Gen Z ou la génération Z Madagascar a rejoint le mouvement, transformant ce qui aurait pu rester local en mobilisation nationale. Dès la nuit du 25 au 26 septembre, la situation a dégénéré. La répression policière a été forte, des tirs de gaz lacrymogènes, des tirs de balles à blanc. Certains quartiers ont connu des pillages et des actes de vandalisme. Des commerces ont été saccagés, des bureaux visés. Le système électrique lui-même a subi des dommages, des infrastructures attaquées. Le gouvernement a imposé un couvre-feu nocturne dans plusieurs grandes villes de Madagascar. Sur le plan économique, des rapports médias et analyses locales ont évoqué une perte évaluée à 200 milliards d'ariars et une menace de suppression ou de suspension de 3000 emplois. Ces événements ne furent pas isolés. Pendant plusieurs jours, les manifestations étaient quasiment quotidiennes dans différentes villes, toujours confrontées à une répression sévère. La tension a atteint un point de bascule le samedi 11 octobre. Une unité consulaire de l'armée, le CAPSAT, au corps d'administration des personnes et des services de l'armée de terre, s'est mutinée. Elle a refusé d'obéir aux ordres pour réprimer les manifestants. Ces militaires ont exigé l'arrêt des répressions inutiles et ont invité les autres, police et gendarmerie, à se joindre à eux pour désobéir aux ordres de tirer sur les manifestants. Grâce à ce basculement, les manifestants ont finalement pu atteindre la fameuse place très symbolique du 13 mai en Antananarive. Simultanément, des départs dans la hiérarchie politique ont été rapportés. L'ancien Premier ministre et l'ancien président du Sénat auraient quitté le territoire le 11 octobre et le président Andra Dzuel aurait, selon plusieurs sources, quitté le pays le 12 octobre.
Le CAPSAT a annoncé que désormais tous les ordres de l'armée, air, terre, mer, émaneraient du quartier général de CAPSAT et que le général Pikoulas est nommé Semgam, ou commandant de l'état-major des forces armées malgaches. Cette mutinerie est largement perçue dans les médias comme une tentative de prise de pouvoir, ou du moins un redéploiement du jeu politique, même si le gouvernement la qualifie d'illégale. Depuis cette date, les manifestants continuent d'occuper la place du 13 mai, maintenant leurs revendications, notamment la démission du président Andrazuil, un gouvernement de transition, la réforme institutionnelle profonde et l'amélioration de l'accès à l'électricité et à l'eau. À ce stade, il est utile de dresser un bilan provisoire, non pour conclure, mais plutôt pour donner du sens à l'élan populaire. Selon les estimations des organisations internationales, au moins 22 personnes auraient perdu la vie dans la confrontation entre manifestants, forces de l'ordre et actes de vandalisme. On recense aussi plusieurs centaines de blessés, certains gravement du fait des projectiles, des tirs ou des interventions brutales. Les 200 milliards RR de pertes circulent dans les débats publics comme une première estimation. Plusieurs petites et moyennes entreprises sont en difficulté. Certains secteurs du commerce, de l'import-export, de l'hôtellerie, des services de proximité sont particulièrement touchés. L'incertitude freine les nouveaux investissements, ce qui est notable dans un pays qui dépend beaucoup de l'IDE, investissement direct de l'étranger. Le retrait de la police et de la gendarmerie du terrain affaiblit le monopole de la violence du pouvoir central. Le départ même contesté des chefs institutionnels rend le jeu politique plus ouvert. Mais la menace d'un vide institutionnel est bien réelle. C'est un moment délicat où les forces en présence doivent décider du lendemain. Les manifestants continuent d'affluer à la place du 13 mai. La solidarité entre quartiers, entre citoyens, entre acteurs économiques s'est ressentie. Plusieurs organisations de la société civile, les églises à travers le FFKM, les ONG et certains diplomates appellent au dialogue, à la retenue et à une transition pacifique. Vous vous demandez sûrement, avec tout ça, est-ce raisonnable d'investir à Madagascar? Je vais partager avec vous 3 raisons profondes pour lesquelles je crois que la confiance peut et doit être restaurée. Le premier, c'est un esprit de résilience nationale. Malgré les secousses, Madagascar a déjà traversé des crises politiques, des transitions violentes. Le pays conserve un potentiel agricole, minier, touristique et une jeune population dynamique. L'esprit entrepreneurial malgache n'est pas un mot vide, il existe et il se manifeste. Deuxièmement, le leadership peut pivoter. Le fait que CAPSAT ait pris position, qu'il ait des doutes dans les rangs de la force, montre que les institutions actuelles ne sont pas monolithiques. Cela ouvre des possibilités de changements structurels, des réformes urgentes, d'un recalibrage du modèle de gouvernance. Et troisièmement, un moment opportun pour se positionner. En période de crise, les risques sont plus marqués certes, mais les opportunités aussi. Ceux qui entreront maintenant, avec prudence, discernement, partenariat local fort, auront un avantage stratégique. Ceux qui attendent que ça se calme risquent de se retrouver à la course après le redémarrage. Je vous invite, investisseurs et partenaires, à ne pas seulement voir les fissures, mais aussi les lueurs, à considérer Madagascar non comme un pari dangereux, mais plutôt comme un pari difficile, risqué, mais avec un potentiel stratégique de rendement à long terme. Ce que nous vivons aujourd'hui est une épreuve pour Madagascar, mais chaque crise porte en elle une semence de renouveau. Ce que je vous dis, c'est regardez ce qui se passe, inspirez confiance, agissez avec prudence, mais ne détournez pas le regard. Dans les prochaines semaines, je reviendrai vers vous avec des analyses sectorielles, agro-industrie, infrastructure, énergie, afin qu'on puisse identifier ensemble les zones d'opportunité. Restez connectés et continuons de croire à Madagascar au-delà des orages. Sur ce, chers amis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.